Les verbes de dialogue sont un peu un bonus, voilà, pour expliquer ce qui manquait, mais l'auteur ne se repose pas entièrement dessus pour faire passer ces émotions-là. Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis auteure, diplômée en écriture créative et coach sur j'écrisunroman.eu. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des interventions d'auteurs inspirants. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains, après l'épisode sur les descriptions qui a d'ailleurs beaucoup plu, merci beaucoup pour tes commentaires et tes messages à ce sujet, on va passer au dialogue. Et les dialogues, ils ont peut-être l'air plus faciles à écrire, c'est le cas en tout cas pour la plupart des auteurs, je dis pas que c'est forcément ton cas, mais il reste quand même difficile à réussir, à rendre peut-être réaliste ou à ne pas perdre le fil un peu parmi les informations que l'on souhaite donner. Je vais néanmoins te donner 4 conseils pour écrire un dialogue intéressant et qui sonne vrai. Je te rappelle également la formation complète pour améliorer ton style d'écriture qui s'appelle un style d'écriture fluide dont tu trouveras les liens dans la description du podcast. Et mon premier conseil, ça va être de se concentrer sur l'information que tu souhaites donner. Cette information-là, en fait, c'est un peu la raison d'être de ton dialogue. Et elle doit être claire et compréhensible par le lecteur. Alors, il y a peut-être besoin d'expliquer un petit peu, auquel cas tu peux faire une ou deux répliques supplémentaires, par exemple, pour être bien sûr que le lecteur verra que cette information, cette réplique-là, par exemple, est importante. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le meilleur dialogue, c'est celui qui donne une information, que ce soit sur l'intrigue, les personnages, etc., sans se noyer en fait dans des dizaines de lignes, dans un énorme monologue, etc. Et pour te montrer ça, je vais te lire un extrait d'Elana de Pierre Bottero. Pour l'instant, seul comptait cette incroyable et jubilatoire réalité. Un troll monstrueux s'apprêtait à lui offrir un conseil. Je t'écoute. Il se pencha sur elle, si effrayant malgré sa gentillesse qu'elle fut incapable de contenir un mouvement de recul dont il ne parut pas se formaliser. Le doute est une force, lui dit-il. Une vraie et belle force. Veille simplement qu'elle te pousse toujours en avant. Il se redressa et bondit dans les roseaux. Ici, l'auteur se concentre vraiment sur le message à transmettre. D'ailleurs, ce message est très marquant. Si tu as lu la saga Elana, c'est assez émouvant. Il n'y a pas vraiment de verbe de dialogue, il y a simplement un verbe dire. Il n'y a pas vraiment de fioriture non plus, il y a juste 2 répliques. Le fond, en fait, ici est plus important que la forme. Alors, il y a un peu de mouvement autour du dialogue, mais voilà, on n'a pas beaucoup de couches, on va dire, d'oralité. Un salut, ça va, oui, bonjour, donne-moi ton conseil, etc. Non. On a 2 répliques de dialogue et elles sont hyper percutantes parce que du coup, ça permet vraiment de se rendre compte de la puissance du conseil qui est donné par le fameux troll monstrueux. Alors, mon deuxième conseil, ça va être, par contre, de se rappeler les dialogues de la vraie vie. En fait, quand on est un auteur débutant, on a souvent tendance à écrire des phrases assez longues dans nos dialogues, parfois même des monologues entiers, et surtout des phrases qui manquent de naturel, qu'on ne dirait jamais autour d'une conversation avec un ami. Regarde les dialogues de tes romans préférés, on y trouve vraiment peu de longues phrases alambiquées, avec des parce-que, des raisonnements logiques, etc. Dans la vraie vie, les gens ne parlent pas par monologue d'une demi-page, en fait. Certaines personnes vont faire des phrases courtes, parler de leurs émotions, faire des gestes, utiliser des expressions toutes faites, se couper la parole, etc. Remémore-toi un petit peu tout ce que tu peux entendre au quotidien et inspire-toi-en pour écrire tes propres dialogues. Bien sûr, ça peut arriver d'avoir le moment où un personnage vide son sac et va faire tout un monologue, mais en général, ce n'est pas trop le cas. Et un petit conseil pour t'aider par rapport à ça, donc effectivement, en plus de garder en tête ce côté oral, regardez si un personnage ne va pas en interrompre un autre à un moment donné, si il est vraiment normal qu'un personnage balance quelque chose d'énorme et qu'il n'y ait pas de réaction, par exemple, en face des autres personnages du dialogue, j'ai un autre petit tips, ça serait de choisir l'émotion, en fait, que chaque personnage va, montrer pendant le dialogue et essayer de se concentrer dessus, d'être sûr que ce soit clair pour le lecteur. Et à ce sujet, je vais te lire un extrait du Maître et Marguerite de Mikhaïl Bulgakov. « Comment ? Mais où allez-vous habiter ? Chez vous » répondit le fou avec une soudaine désinvolture,
et il cligna de l'œil. J'en serais très heureux, balbutia Berlioz. Mais vraiment, vous ne seriez pas bien installé chez moi. Au Métropole, il y a d'excellentes chambres, c'est un hôtel de premier ordre. Et le diable, il n'existe pas non plus ? Demanda gaiement le malade en s'adressant brusquement à Ivan Nikolaïevitch. Non plus. Ne le contrarie pas, souffla Berlioz, toujours derrière le dos du professeur, en remuant les lèvres avec force grimace. Il n'y a pas de diable ! Ça n'existe pas ! S'écria à contretemps Ivan Nikolaïevitch, à qui toute cette compote faisait perdre la tête. C'est une punition, cet homme-là, cessez donc de divaguer ! À ces mots, l'insensé éclata de rire, au point qu'un moineau, posé sur une branche de tilleul au-dessus des trois hommes, s'envola. Et si tu écoutes un petit peu cet extrait, même les voix que j'ai pu mettre, c'est vraiment que les répliques sont chargées en émotions, que chacun des personnages a un point de vue bien à lui et impacté par le dialogue qui a lieu en cours. On a un personnage qui s'appelle Ivan et un qui s'appelle Berlioz, qui sont justement en train de discuter avec le fameux fou et qui sont vraiment pas du tout d'accord avec lui, et donc cette émotion se voit vraiment dans ce qu'ils vont faire, les gestes qu'ils vont faire, leur façon de parler, le fait qu'ils lui disent ne le contrarie pas à voix basse, et puis qu'il y en a un qui tienne plus et qui s'exclame, etc. Et pour prendre un peu d'avance sur le point suivant, j'aimerais attirer ton attention sur les verbes de dialogue de l'extrait que nous avons lu ensemble. Il y en a quelques-uns, effectivement, on a balbutia, demanda, répondit, mais on pourrait presque les enlever, et on aurait quand même ces émotions qui sont très fortes. Les verbes de dialogue sont un peu un bonus, voilà, pour expliquer ce qui manquait, mais l'auteur ne se repose pas entièrement dessus pour faire passer ces émotions-là. Et bien c'est justement ce qui va m'amener à ce troisième conseil, qui est de faire attention aux incises. Stephen King, dans son livre Écrivain, mémoire d'un métier, donne le conseil suivant: on devrait pouvoir remplacer toutes les incises du dialogue par le verbe dire. En effet, si le dialogue est bien écrit, on comprend l'émotion dès la première réplique. Pas besoin d'attendre l'incise pour le savoir, pour savoir si la personne était en train de crier, de parler à voix basse, à voix haute, etc. C'est un piège dans lequel on tombe très souvent quand on est un auteur débutant, parce qu'on a peur des répétitions du verbe dire, parce qu'on a peur de pas assez bien faire passer notre message qu'on a en tête, de pas assez bien décrire la situation, et donc on va utiliser des incises plus ou moins fleuries pour montrer toute la palette émotionnelle des personnages. Mais en réalité, une incise, ça appauvrit un petit peu la réplique. En réalité, on devrait pouvoir enlever l'incise et quand même comprendre l'émotion dans la réplique du dialogue. Alors bien sûr, par contre, les incises, elles peuvent la compléter. Si tu fais attention à l'extrait précédent où il dit « ne le contrarie pas à voix basse », effectivement, le fait de souffler à voix basse, ça apporte un peu une précision. Il n'est pas en train de parler face à lui, il chuchote. Mais après, effectivement, l'auteur disait toujours derrière le dos du professeur, donc c'était plus pour bien nous montrer qu'en plus, il parle à voix basse. À ce sujet, je vais te lire un extrait du 8e sortilège de Terry Pratchett. Ou Cohen et les chiropracteurs de la mort, suggéra Bethan. Cohen gloussa. Ou Cohen contre les dentistes maudits, lâcha deux fleurs entre deux rires. La bouche de Cohen se referma dans un claquement. « Et tu trouves ça drôle ?» demanda-t-il d'une voix dure. « Oh, fit Deux Fleurs, c'est vos dents, vous voyez ?» « Qu'elles ont, mes dents ?» le coupa Cohen. Deux Fleurs déglutit. « J'ai cru remarquer qu'elles n'occupent pas la même position géographique que votre bouche. » Cohen le foudroya du regard. Alors, si tu fais attention au verbe de dialogue de cet extrait, c'est un peu pareil. On a quand même un lâcha, un suggéra, et après on passe au verbe demander, faire, couper, et c'est tout. Alors effectivement, ici il y en a beaucoup quand même parce qu'on a plusieurs personnages qui se parlent, donc c'est un peu plus difficile de se passer de verbes de dialogue. Néanmoins, si tu les observes vraiment, suggérer, demander, faire, ce sont des verbes très très neutres. L'émotion ne passe pas du tout dans les incises, ici chez Terry Pratchett, elle passe vraiment dans ce qu'ils disent, ce que disent les paroles, la réaction qu'ils vont avoir, les gestes qu'ils vont faire aussi. On en a un qui déglutit, on a une bouche qui se referme dans un claquement, et ça c'est beaucoup plus parlant que de juste utiliser une incise pour faire passer quelque chose. On a également les hésitations, par exemple, du personnage de Deux Fleurs qui dit qui sont bien plus parlantes qu'un se justifia Deux Fleurs, balbutia Deux Fleurs.
ça donne au total un ensemble assez harmonieux où on voit très bien les émotions qui sont données à chaque réplique et qui varient d'ailleurs assez vite, et en même temps des verbes de dialogue très très simples parce que l'émotion est assez riche et en plus on sent vraiment à chaque réplique le changement d'émotion qui est porté par chacun des protagonistes du dialogue. Et maintenant, mon dernier conseil, épurer le superflu. C'est bien beau d'écrire un dialogue, c'est bien beau de garder en tête ce sujet sur les incises, sur les émotions, ainsi que sur l'information à donner, mais ça ne suffit pas. On peut facilement se noyer, entraîner des répliques inutiles entre nos personnages, notamment si chacun défend quelque chose d'un peu contradictoire. Et dans ce cas-là, ce que je te conseille, une fois le dialogue terminé, une fois que tu l'as écrit assez librement, ça va être de le relire à tête reposée et de regarder si tu peux l'alléger, le condenser. Rajouter le côté oral dont on parlait un petit peu avant, c'est bien, mais fais attention, on risque d'avoir un peu des excès. Et je pense notamment au dialogue où on va avoir « Salut, ça va ? Ouais, et toi ? Ça va. Alors, pourquoi tu m'appelles ? Ah, c'est parce que, on a un problème sur le turboréacteur. » En fait, tout ce que je viens de te dire aurait pu être résumé par « On a un problème sur le turboréacteur. » Et effectivement, du coup, l'information est noyée au milieu. Dans les livres, on va condenser les dialogues pour qu'ils restent justement crédibles, mais en allant rapidement au fait, sinon on aurait la moitié des dialogues qui ne servent à rien et qui seraient justement des politesses, comme ici, des « ah, je t'appelle parce que », etc. On s'en fiche, on se doute bien que les personnages dans la vraie vie vont pas s'appeler comme ça et leur dire tout de suite « on a un problème sur le réacteur », ils vont peut-être juste dire « bonjour » avant, mais c'est pas forcément des choses qu'il faut faire figurer dans ton roman, ou en tout cas surtout s'ils n'apportent rien à l'intrigue. Si par contre effectivement il y a un sujet autour des salutations, etc., là il faudra les mettre. Mais si les salutations ne servent à rien, tu peux facilement les omettre sans que tes dialogues ne paraissent justement pas naturels, etc. Donc si tu relis les dialogues de tes romans préférés, regarde bien, ils vont droit au but. On n'a pas de personnages inutiles non plus dans le dialogue. Je vois souvent ça chez les auteurs débutants où on va faire des dialogues avec plein de personnages. Dans la vraie vie, c'est assez rare d'avoir plein de personnages dans un même dialogue. On n'a pas forcément toutes les réactions de l'assemblée non plus. On a seulement les réactions les plus pertinentes. Pareil pour les explications, on n'est pas obligé d'expliquer pendant une page ou 2 pages, alors qu'en fait ce qui nous intéressait c'était surtout la fameuse information principale. Et donc un petit peu tous ces éléments-là me mènent à te dire effectivement de relire ton dialogue et de te demander ce que tu pourrais enlever sans que ton dialogue se casse la binette par terre, sans que ton dialogue perde de sa substance ou de son effet oral. J'en ai terminé avec ces 4 conseils. Je pourrais encore continuer longtemps sur le sujet, mais on va faire court et je te rappelle également la formation Un style d'écriture fluide où là je vais beaucoup plus en profondeur sur comment réussir son dialogue, comment bien le préparer et le corriger. Tu retrouveras le lien dans les notes du podcast. Et je te dis à dans 2 semaines. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te propose de rejoindre la communauté J'écris un roman sur Discord. Tu trouveras le lien dans les notes du podcast pour rencontrer des collègues écrivains, recevoir des avis sur tes extraits ou encore participer aux sessions d'écriture collective toutes les semaines. À bientôt au Café des auteurs.